Bonjour à tous, amis de la RH. Bonjour Pascal. Bonjour Béatrice. Alors j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui avec moi un homme de luxe, un homme de talent. J'ai nommé Pascal Jouvin. Pascal, tu es directeur de la LVMH House, un exécutif développement au sein du groupe LVMH. Ravi de t'avoir à côté ce matin. Merci, je sais pas, en descriptif comme ça, au départ, ça m'impressionne déjà. J'espère que je serai à la hauteur. Moi aussi, je suis impressionnée. Alors Pascal, il y a une question que j'aime beaucoup poser, qui en dit parfois pas mal sur les personnalités que je reçois aujourd'hui. Quel est le métier que tu souhaitais faire quand tu étais petit ? Alors, je voulais être prof. Je voulais être prof parce que je pense que j'étais un peu fasciné par ce que faisaient mes profs à l'école, parce que j'aimais beaucoup l'idée que ce soit des sachants. J'avais envie de devenir un sachant, parce que j'avais envie de partager avec les autres, j'avais envie d'engager les autres. Puis il y avait une autre petite partie que j'aimais bien, qui était la mise en scène. C'est-à-dire que l'art du spectacle, l'art du show. Oui, je pense qu'un prof, il est toujours on stage. Il est voilà, et il a un public très difficile parce que c'est le même public tous les jours, en tout cas pendant au moins une année. Voilà, cette idée pour accompagner les uns et les autres, d'être à la fois proche d'eux et de savoir garder de la distance. Il y a tous ces éléments-là qui me fascinaient un peu, je pense, et qui me faisaient très plaisir. Donc on voit que la passion de l'éducation, la formation est déjà assez précoce. Oui, et je pense dans ce que je dis, c'est que il n'y avait pas que la formation pour la formation, pour le coup. Il y avait toutes ces notions d'échange. Comme je suis en plus quelqu'un plutôt extraverti, qui aime échanger. Ça tombait bien. Et un peu après tes études, tu as une carrière qui est très riche puisque tu vas alors à la fois un passage en conseil, ensuite en usine. Est-ce que tu peux nous faire un flashback ? Alors je sais que ta carrière est longue, donc flashback. Voilà. Alors ma carrière est longue parce que il y a 2 semaines j'ai eu 60 ans, donc évidemment on peut construire sur ça. Donc j'ai fait une école de commerce. À la sortie de cette école de commerce, j'étais dans un état de panique avancée en me disant je ne connais rien. Il faut que je fasse autre chose. Donc j'ai décidé de faire un 3e cycle. À l'époque, il y avait des choses qui s'appelaient des DEA, diplômes d'études approfondies. L'équivalent d'un master 2 ou un master. Voilà. C'est ça donc ce qu'on appelle un postgrad aussi aujourd'hui, et qui menait sur des réflexions sur la thèse, sur ce qu'on appellerait aujourd'hui un PhD, un doctorat à l'époque. Et en fait, ce qui s'est passé, j'ai eu beaucoup de chance, c'est que j'ai eu un de mes profs qui m'a proposé d'être en parallèle de ce postgrad, d'être assistant prof à ce qui est aujourd'hui le Lyon, qui s'appelait à l'époque Subdeco Lyon. Ce qui était super parce que je suis très fier de l'école dans laquelle j'étais, qui est l'Institut commercial de Nancy, lycéenne, mais le Lyon, c'était celle que j'avais ratée, et donc je devenais assistant prof de ces petits, je vais pas dire le nom, qui eux avaient réussi à l'avoir. Donc voilà, bon, enfin. Du coup, DEA, thèse Voilà, DEA, thèse. Et derrière thèse, la meilleure façon de le faire pour avoir un petit peu d'argent, c'est quelque chose qui s'appelle la convention CIFRE, qui existe encore en France. Et s'il y a des gens qui ont envie de le faire, je les invite à faire ces conventions CIFRE. La convention CIFRE, c'est simple, c'est un partenariat entre un centre de recherche, entre un jeune chercheur et entre une entreprise. Et l'État subventionne une partie du salaire du chercheur qui doit consacrer au moins 50% de son temps à son travail de thèse. Et c'est par ce biais-là que je suis rentré chez Hay Management Consultants, puisque il y avait chez Hay quelqu'un que connaissait très bien mon directeur de thèse. C'était une thèse qui devait se faire autour je dis qui devait se faire parce que la frustration de ma vie professionnelle, je ne l'ai jamais terminée. Et à la fois, aujourd'hui, je m'explique pourquoi, et avec du recul et pas de regret. C'est une thèse qui devait travailler sur l'intégration de la variable ressources humaines dans le management stratégique des entreprises de services professionnels. Et était une entreprise de services professionnels, donc c'était aussi mon terrain de recherche. Je travaillais donc à mi-temps comme consultant, et mon patron de l'époque
m'a dit, on fera de toi un consultant. Et il me l'a dit au bout On dirait de 2 l'armée mois. dit comme ça, là, Voilà, ça fait peur. Là. Il me l'a dit au bout de 2 mois, juste avant de me dire, on va quand même renouveler ta période d'essai, parce que là, ça va pas du tout. Parce que le passage du monde académique au monde du consulting est un gap très fort. J'ai mis 3 ans. Ma grande fierté, c'est qu'à la sortie, il a dit, on a fait de toi un consultant. Qu'on aurait presque pu dire, on a fait de toi un homme. Mais, et donc, j'étais assez fier de ça, même si je me suis toujours dit, ça n'est pas mon métier, ce ne sera jamais mon métier. Il y a une dimension commerciale que je ne maîtrise pas bien, et dans laquelle je ne suis pas, je pense que je ne suis pas très très bon, mais ça m'a poussé à aller vers d'autres choses. Là, j'ai continué à travailler sur ma thèse, j'ai fait un peu de professorat en même temps, à l'université de Lyon 2 en particulier, qui sont des expériences qui n'ont pas duré très longtemps, mais qui étaient assez fabuleuses. Génial. De parler en amphi, pour Bien moi, sûr. tout d'un coup, c'était non, mais incroyable. À la fois, ça me terrifiait, et à la fois, ça m'excitait, et j'ai trouvé ça assez passionnant. On revenait à mon rêve de prof. Et puis, à 32 ans, je me suis retrouvé chez mes parents à écrire ma thèse. Je me suis dit, non, c'est pas possible, là, il faut faire autre chose. Et là, tu bascules dans le privé. Et donc là, pour la seule fois de ma vie, j'ai postulé avec des CV, et je suis rentré dans une société qui s'appelait à l'époque Thomson Multimédia, qui faisait du téléviseur. Je suis rentré pour m'occuper des outils ressources humaines, un titre fabuleux, HR Tools Manager. Là, on s'attend à l'informatique. Incroyable. Geeky, Alors, ça commençait non par les outils d'appréciation des performances, les outils d'évaluation de poste, puisqu'il y avait la méthode E de pesée de poste. Ils m'avaient embauché pour ça, pour ne plus avoir à payer des consultants à l'époque. Et il y avait ensuite les outils de revue des salaires, les outils, et à la fin, ils m'ont confié tout ce qui était les systèmes d'information. Je pense pas que c'était la meilleure chose qu'ils aient fait, parce que on n'en peut pas dire que je sois le meilleur dans ces domaines où il y a de la planification et de la rigueur qui n'est pas au cœur de ce que je suis. Et comme j'avais été prof, que j'avais été consultant, que j'avais été dans un siège, on m'a dit, ce serait bien que tu ailles en usine. Et c'est là que j'ai passé 3 ans dans une usine. Je m'arrête juste quelques instants sur ça, parce que j'ai beaucoup de retours comme quoi vraiment c'est le genre d'expérience en usine où tu gagnes aussi un peu tes premiers galons, où tu as une expérience qui est concrète, vraiment proche des opérationnels. C'est comme ça que tu l'as vécu, ce passage ? Alors, je l'ai vécu à plusieurs dimensions. On reviendra tout à l'heure, mais d'abord, il y avait un mentor qui était ma DRH de cette usine, de 1200 personnes, 900 ouvriers, les gens travaillaient à la chaîne, très syndicalisés, dans un moment où on doit réduire les effectifs. On va être très honnête, difficile. Je pense que cette usine était encore en France parce que Thomson était nationalisé, mais en fait, économiquement, elle n'aurait plus dû être là. Enfin, elle n'aurait plus été là si elle n'avait pas été protégée par la nationalisation. Et donc, des situations compliquées. Et c'est... Alors, en ressources humaines, c'est les 3 années où j'ai le plus appris. Mais à la sortie de ces 3 années aussi, on peut dire que je me suis dit, DRH généraliste, merci, mais non merci. Mais on est aussi au milieu des années 90, à des moments où il y a plein de questions de fond qui se posent sur les ressources humaines. Et il y a deux grandes tendances dans les articles. Il y a les gens qui disent les gens des ressources humaines sont là pour supporter le patron et écraser les gens dans les rouages de l'entreprise. Et puis, il y a une deuxième tendance qui consiste à dire les gens dans les ressources humaines sont là pour mettre de l'huile dans les rouages, faire en sorte que les gens qui sont écrasés dans les rouages aient moins mal et qu'on les accompagne. Et voilà. Et donc, évidemment, ça pose plein de questions. Surtout quand on a des grèves dures, mais aussi, et donc ça c'est la relation collective, la relation sociale, mais surtout, en tout cas pour moi, qui était responsable de l'emploi, donc j'étais responsable des recrutements, on n'en faisait pas beaucoup, et responsable des sorties de l'entreprise. Et à l'époque, quand on avait un départ, on négociait un départ, mais c'était pas d'un commun accord. La loi obligeait de passer par un certain nombre de choses, de façon assez intéressante. J'ai ensuite été en Suisse et je me suis rendu compte... Là, c'était à l'époque de chez Nestlé, c'est ça ? Tu arrives chez Nestlé ensuite. C'est l'époque ensuite, chez Nestlé. Autre culture. Là, il y avait un droit du travail qui fait un demi-millimètre d'épaisseur, alors que nous, on a des choses entières. Ouais. Et pourtant, il était plus difficile de recruter en Suisse qu'en France, parce qu'en France, on a un système et on va au travers de ce système. Donc, des choses qui, moi, m'ont passionné en termes de réflexion sur les valeurs, avec plein de fois où j'ai pas bien dormi la nuit, et plein de fois où, même en dormant mal la nuit, je me suis dit, je fais ce que je dois faire. Et encore une fois, très bien accompagnée par une femme qui s'appelle Anne Nouveau, qui était la DRH de ce site,
qui a laissé une partie de sa son santé, parce que c'est quand même très exigeant sur des années et des années. Et une femme qui m'a montré aussi le chemin sur plein de choses. Et ça, on va revenir dessus, Pascal, parce que toi, tu as eu vraiment aussi une carrière qui s'est faite par des mentors. Je crois que donc, après cette première expérience très forte, intense, on l'entend quand tu en parles en usine, c'est là où tu commences à l'évoquer, tu es happé par Nestlé, grand géant, autre culture, autre monde, et tu pars en Suisse. Qu'est-ce que tu fais là-bas ? Alors, en Suisse, je suis rentré chez Nestlé au centre de recherche fondamentale de Nestlé, où j'ai un poste qui est entre les généralistes et les plus spécialistes, puisque je suis responsable du recrutement et du développement dans un centre de recherche où il y a 600 personnes, 300 PhD, 60 nationalités différentes, un endroit absolument incroyable. Donc, je passe d'un endroit... Alors, j'ai eu 1 an entre les 2 jobs où j'étais dans le siège de Thomson, mais en gros, je passe de l'usine où on travaille avec des gens qui sont des ouvriers à la chaîne, même si on crée des systèmes d'équipe autonomes, etc., à un endroit où on a d'abord des chercheurs qui, eux, ont tous réussi leur PhD, à la différence de Pascal Jouvin, et qui, mais qui ne sont pas des gens plus faciles. Et d'ailleurs, j'approche une autre population assez passionnante, qui est celle des techniciens, disons des gens qui sont entre les ouvriers et ces scientifiques, et qui sont des gens qui sont souvent déconsidérés aussi, et des populations sur lesquelles il y a vraiment des choses à faire. Et aussi bien chez Hay que chez Thomson, j'avais beaucoup travaillé sur tout ce qui était, comme je venais de chez Hay, sur la notion de poste, la notion d'organisation, et ensuite les notions de compétences. Et j'ai mis en place un système de gestion des compétences pour les techniciens dans ce centre de recherche, qui est une expérience assez passionnante, encore une fois, dans des milieux où les gens ont un intellect qui leur permet de jouer avec les choses de manière différente. Alors, on est dans des choses moins directes, mais tout aussi difficiles à gérer. Et donc, chez Nestlé, j'ai commencé par ça. Puis ensuite, j'ai été travailler au siège de Nestlé, où j'ai créé en particulier, j'ai participé à la création d'un centre de recrutement. On est dans là, tu as connu vraiment les 2000. 2 extrêmes. Un côté une structure où il y a vraiment plus de licenciements purs, et là, tout d'un coup, rien à voir. Alors, on recrutait pas non plus énormément chez Nestlé, mais d'abord, je recrutais des cadres, donc on est sur un type de recrutement différent. Juste pour la petite histoire, la première fois où j'ai recruté un ouvrier en usine, j'étais très, 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 très embêté. Je ne savais pas faire. J'avais déjà recruté plein de cadres, mais je ne savais pas faire. Pourquoi ? Parce que quand on recrute un ouvrier ou une ouvrière et qu'on leur parle de leur motivation, eh bien, ils vont vous dire le salaire. Mais il faut pas essayer... Enfin, alors, il peut y avoir d'autres autres motivations, celle d'apprendre, de grandir, etc. Mais c'est pas celle-là. Et l'autre point, c'est qu'on me demandait de recruter des gens où on était sûr qu'ils arriveraient à l'heure. Et qu'ils sauraient vivre avec les autres, donc que leur capacité à travailler dans une équipe, à être à la chaîne à côté d'une personne et à gérer cette relation, à accepter la hiérarchie, parce que on était dans des environnements très hiérarchiques. Et je dois dire que alors, je mélange un peu tout, mais sur l'ouvrier, la capacité à recruter un ouvrier a été pour moi très, très déstabilisant. Très, très déstabilisant. Sur la partie Nestlé, quand je suis rentré dans le recrutement, là, on recrutait des jeunes diplômés, où on recrutait des cadres qui étaient donc dans des positions de cadre et d'encadrement. Donc là, c'était encore autre chose, mais surtout, en termes d'organisation, c'est le début on est au milieu des structures matricielles et on crée ce qu'on appelait des competence centers, donc des centres de compétences où, donc je me retrouve qu'avec des recruteurs. Donc là, on a un rapport à la vie et au reste de la vie professionnelle de façon un peu différente aussi. C'est un élément bien sûr important. C'est à ce moment-là que tu commences à monter les premières bases d'un programme leader ou c'est... Alors, j'ai monté, en effet, j'ai eu la chance que l'on me propose de m'occuper du Nestlé Leadership Programme. Et c'est une expérience absolument hallucinante, puisque Nestlé avait commencé à faire des programmes et avait fait les premiers dirigeants avec ce Nestlé Leadership Programme dans leur centre de formation de Riveraines avec London Business School. Et puis, au bout de 3-4 ans, ils se sont dit, il faut qu'on accélère, il faut qu'on fasse notre 1% top. Ils étaient 250 000, ils avaient fait 300 personnes, donc ils voulaient faire un peu plus de 2000 personnes à passer dans ce programme. Et moi, il fallait à ce moment-là que je quitte la Suisse pour des raisons personnelles, où je revenais à Paris, et on m'a dit, on va te proposer un truc où tu vas voyager, puisque j'ai formé
Non, je n'ai pas formé. J'ai organisé le développement de 2000 personnes qui ont expérimenté ce Nestlé Leadership Programme entre Miami, Singapour et Londres. Mon bureau était à Paris et mon patron était en Suisse. Super international. Alors, très international, mais surtout, ce qui était très international, c'est que je pense que Nestlé est l'entreprise dans laquelle j'ai été qui était la plus internationale. Beaucoup de grandes entreprises ont une surreprésentation de la culture et de la population de là où ils vivent. LVMH est un groupe qui est incroyablement international et beaucoup plus international quand je suis rentré il y a 15 ans. Néanmoins, la culture française et un peu la culture italienne sont très prégnantes. Bien sûr. Chez Nestlé, c'était un petit pays, oulala, les Suisses n'apprécieraient pas, un très grand pays par le rayonnement, mais un petit pays en termes de taille qui fait que la culture de Nestlé, elle ne peut pas être que suisse. Et elle est très, très, très internationale. En plus, il y avait une culture assez passionnante où les gens qui prenaient des postes de dirigeants, c'était des gens qui avaient dû passer un certain nombre d'années à l'étranger. C'était lorsque je dis un certain nombre d'années, quoi. C'était une obligation. Et le siège de Nestlé, c'était 91 nationalités différentes. Je me rappelle très bien être rentré. Et là, le programme que j'ai fait, c'était exactement ça. Et t'étais pas intimidé d'être face justement au 1% des plus importants chez Nestlé? Parce que c'est ça la difficulté des talents, c'est que tu te retrouves potentiellement face à des prochains boss demain, des gens qui ont beaucoup de pouvoir, qui sont des juges très exigeants. C'est quand même une pression... Alors, oui, on va être très honnête. Tout à l'heure, j'ai dit, j'ai formé et j'ai repris du recul en disant je n'ai pas formé. C'est que j'avais une équipe de London Business School à la tête de laquelle se trouvait un professeur qui est pour moi un référent qui s'appelle Rob Goffey et avec un certain nombre de profs qu'on avait organisés. Et c'était eux qui portaient ce savoir. Moi, j'étais dans le fond de la classe ou dans le fond de la salle, en l'occurrence. Et aujourd'hui, avec ce qu'on fait, on en reparlera tout à l'heure dans l'organisation dans laquelle je suis, c'est la même chose. On a quelqu'un qui représente le groupe dans le fond de la salle et qui est là pour lever la main quand il y a quelqu'un dans l'assistance qui parle du groupe. Pour à la fois créer le débat, s'il y a besoin de créer le débat, animer et répondre à un certain nombre de demandes. Et on dit au prof, c'est pas à vous de répondre à ça. D'accord ? Je dis le prof ou le consultant ou le coach en fonction de ça. Et donc, moi, j'avais ce rôle-là. Maintenant, ce qu'il y avait de fabuleux, c'est que j'étais confronté à des différences culturelles hallucinantes. Il y a une histoire que je raconte toujours, qui est une très, très belle histoire. Je suis dans un dîner le soir, où j'ai en face de moi un Coréen qui est responsable de plusieurs usines au Vietnam de Nestlé. Et en face de lui se trouve une responsable commerciale. Et ce monsieur a 58 ans. Et il a en face de lui une jeune femme australienne qui a 32 ans. Et un choc des cultures absolument incroyable entre les deux, où en gros, il lui pose la question, vous êtes mariés? Elle dit non, j'attends toujours le prince charmant. Elle lui dit alors je vais vous raconter mon histoire. Et son histoire, c'est en gros de raconter qu'il a été marié par comment dire... il a dit je vais me marier cette année. Il a trouvé une marieuse et on lui a présenté un certain nombre de femmes. Il a épousé cette femme et lui revendique le fait de dire je suis je pense que je suis la personne la plus importante pour ma femme et ma femme la plus importante pour moi. Nous avons construit notre amour. Donc un choc culturel et elle en face de se dire je peux pas comprendre ce que vous me dites. Mais voilà. Alors des chocs culturels comme ça, il y en avait plein. C'est des chocs qui sont des chocs d'ordre sociétal, bien entendu, mais qui expliquent aussi la façon dont cette entreprise, que je respecte beaucoup pour ça, sait gérer les différences culturelles, sachant qu'elle est très, 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 très attachée au fait de faire des produits pour un pays, un endroit, au goût du pays, avant de le faire... International, mais très local dans l'approche marketing. KitKat n'a pas le même goût au Japon, en France, au Ghana, et ils sont dans tous les pays du monde, d'accord ? C'est un peu moins le cas pour le luxe. Et Pascal, tu as une expérience qui est grisante, on t'entend, t'en parles avec passion, et là ensuite tu es happé par LVMH. Comment ça se passe ? Parce que LVMH, c'est aussi un groupe qui fait l'objet de beaucoup de fantasmes, c'est associé à l'univers du luxe, du glamour. Quelle a été la passerelle ? Alors, LVMH, j'ai eu la chance d'être appelé par quelqu'un qui est un mentor pour moi, qui est Chantal Gamperlé. Chantal Gamperlé a été ma patronne chez Nestlé et elle a été appelée chez LVMH et elle m'a proposé de la rejoindre quelques mois après son arrivée en 2007. Donc c'est vrai qu'à partir de là, j'ai eu la chance d'avoir une très belle
un très, très beau développement de carrière. Qu'avant de parler de mon parcours chez LVMH, on peut l'associer au mentoring que j'ai eu chez LVMH. Comme je viens de le dire, Chantal est certainement mon mentor le plus important. Ça fait plus de 20 ans que je travaille avec elle. C'est quelqu'un qui montre la voie, qui m'a montré la voie. C'est quelqu'un qui m'a développé tout en me challengeant dans des environnements particulièrement exigeants. Et si j'ai eu la chance d'avoir la possibilité d'échanger avec elle de manière régulière, franchement, c'est un mentoring qui tire. Mais c'est clé, hein. Les grandes carrières se font souvent parce qu'on a des mentors incroyables qui vont aussi nous pousser dans nos retranchements, nous amener avec eux. C'est des relations. Moi, je m'aperçois en réfléchissant à ma vie personnelle que beaucoup de mes mentors, enfin une partie de mes mentors, ont été mes managers et qu'à chaque fois, ça a été des femmes avec des caractères forts et des valeurs fortes. Ouais. T'as des archétypes qui reviennent. Hein, ouais. Maintenant, je viens de dire qu'il y a pas mal de mes mentors qui ont été dans mes managers. Je considère que j'ai eu aussi beaucoup de mentors qui étaient des gens qui étaient dans mon équipe. Ça, je trouve ça très humble. Je m'arrête dessus parce que c'est la première fois que j'entends. Mais ça, je trouve ça génial que tu dises que tes équipes, tes collaborateurs peuvent aussi te mentorer. Je crois beaucoup à ça. C'est encore plus fort depuis que je suis chez LVMH, où j'ai eu la chance, alors on dit la chance, mais à un moment, j'ai recruté les gens que j'ai bien voulu recruter, d'avoir, 3, 4, 5 femmes en 15 ans, qui sont des personnes que je considère qui sortent du lot par leur potentiel, et qui sont des gens qui m'ont aiguillé, j'allais dire, par-dessous. Voilà. Autant il y a beaucoup de mentors qui sont devant et qui montrent la voie, comme j'ai dit à propos de Chantal. Là, c'est des gens qui à l'arrière du bœuf que je suis, poussent un peu, piquent un peu. Et pourquoi ? Par leur ambition, par leur drive. Et je dis le mot ambition avec une valeur très très positive. On sait bien qu'en France, le mot ambition, ça veut dire très souvent écraser les autres. Là, je dis une belle ambition j'ai des projets personnels, j'ai des valeurs qui m'emmènent vers cet endroit-là, qui veulent m'emmener. Et c'est des gens qui m'ont challengé. Ce sont des femmes. Franchement, ce sont que des femmes. Et encore aujourd'hui dans mon équipe, j'ai 2 personnes en tête qui, dans mon équipe, sont des gens qui me poussent, qui me disent « mais non, tu devrais faire plutôt par là, tu vas par là, etc. » Mais ce qui veut dire quand même que tu laisses aussi le champ à être challengé, parce que tu vois, moi j'adore ce genre de propos, mais le corollaire, et on l'oublie souvent, c'est le fait d'avoir la capacité à faire preuve d'écoute, de remise en question, ce qui n'est pas toujours le cas de tout le monde, on ne va pas se mentir. Alors j'espère, en tout cas, tout à fait, mais j'espère que c'est le cas, et que du coup, quelquefois, j'ai personnellement, on va aller sur les pièces sont toujours de côté, j'ai quelquefois du mal à m'affirmer en termes d'autorité. Mais après tout ça, c'est mon problème, c'est pas leur problème, et c'est bien fait pour moi. Et que donc, je peux par moments me cabrer, devenir autoritaire, parce qu'en disant non mais tu comprends pas, c'est moi qui dois décider, et j'ai décidé, c'est blanc, c'est pas noir, c'est blanc, c'est pas noir. Bon, mais à côté de ça, toute la discussion pour arriver à ça, et qui fait que l'on passe du noir au blanc, c'est ça qui, en fait, me passionne dans ce que je fais et lorsque je dis que ce sont des mentors, c'est parce qu'elles me font grandir. Ces femmes m'ont fait grandir. Elles me font grandir en me disant « Regarde, c'est ça que tu portes. Pourquoi tu vas pas plus loin ? Tu n'oses pas assez. Là, reviens en arrière. Peut-être que là, tu as décadré. » Et aujourd'hui, je vois bien que dans les femmes dont je suis en train de parler, il y en a un certain nombre qui sont parties loin de moi, qui sont parties même à la concurrence pour certaines d'entre elles, et qui ont quelque chose à dire, qui ont quelque chose à porter. Et franchement, je trouve ça très, très, très respectable. Alors, évidemment, toutes les personnes qui ont du drive, à un moment, il faut savoir un peu aussi tenir. Et puis moi, je fais très attention. Alors, je pense qu'en général, en plus, ce sont très souvent des personnes assez intelligentes,
en QI et pas toujours en emotional quotient. Et elles apprennent petit à petit en emotional quotient, en quotient émotionnel, pardon. Et qu'est-ce qu'elles apprennent? Elles apprennent à emmener les gens avec elles et elles apprennent aussi... les gens très très intelligents, c'est des gens qui courent et qui un jour se retournent en disant mais comment ça se fait que plus personne n'est derrière moi? Un haut potentiel, c'est quoi? C'est quelqu'un qui court plus vite que les autres, qui avance plus vite que les autres, qui par son ambition, parce que c'est quelqu'un qui comprend plus vite que les autres, est capable d'avancer plus vite. Mais c'est bien joli d'avancer plus vite que les autres. Mais si plus personne n'arrive à vous suivre, vous vous retrouvez tout seul ou toute seule, et du coup vous êtes dans une situation compliquée. Et c'est en tout cas le travail qu'il y a à faire sur des personnes comme celles que je viens d'évoquer. Effectivement, c'est une question vraiment de juste équilibre. Et Pascal, j'aimerais qu'on en vienne un peu à ton job aujourd'hui, parce que du coup, moi, je voudrais qu'on parle de la LVMH House, qui est vraiment mystérieuse. Alors, si vous allez sur le profil LinkedIn de Pascal, vous allez voir des posts avec des super photos, on voit des gens qui ont la pêche, il se passe des choses. Est-ce que tu peux nous raconter? Je crois que tu es basé sur plusieurs piliers. Voilà. Il y en a un en particulier qui est très développé. Et alors, je vais revenir sur les différents éléments de cette LVMH House. D'abord, la LVMH House, pourquoi ça s'appelle LVMH House? Parce que c'est un lieu à Londres. Un petit immeuble à Londres. C'est un lieu physique. Un immeuble physique qui est à l'FR, à côté de New Bond Street, où on a beaucoup des magasins d'LVMH. Et c'est un lieu qui a été hacké par la prédécesseur de Chantal Gamperlé en 2000 pour en faire un lieu de développement des dirigeants au départ. Et donc, l'ADN de la LVMH House, c'est le learning. Le learning et le développement, d'abord pour les dirigeants. Au départ, on y allait une fois par an, on ouvrait les volets pendant 2 jours pour bien aérer, on faisait un séminaire, on en faisait 2 dans l'année, etc. Et puis Chantal est arrivée, elle a fait venir quelqu'un qui venait de la London Business School, qui s'appelle Ian Hardy, qui a développé et installé, et je suis la personne d'après, qui a continué à développer des dimensions de learning, et ces dimensions de learning, elles sont autour de 3 éléments. Des éléments qui tournent autour de la culture d'LVMH, l'onboarding, l'acculturation. Un deuxième domaine d'intervention qui est autour du management et du leadership. Honnêtement, c'est là qu'on nous attend le plus. Et un troisième qui est autour de ce que nous, on appelle business excellence, avec plein de différents éléments. Alors, au départ, c'était un lieu pour les dirigeants. C'est ensuite devenu un lieu pour les hauts potentiels. Et aujourd'hui, c'est un réseau. Parce que dans les régions, ce que nous on appelle les régions, les Amériques, l'Asie-Pacifique, l'Europe, le Japon est une région, la France est une région, un petit peu d'ethnocentrisme au milieu de tout ça. Et donc ces régions, elles avaient des gens qui s'appelaient group training. Et puis un jour, je les ai réunis. Ces personnes ne travaillaient jamais ensemble. Elles faisaient du partage de best practices, mais elles avaient chacun leur programme dans leur coin. Et elles sont réunies, elles ont dit, écoute, nous, on veut bien que tu nous demandes d'avoir, par exemple, le même programme sur les fondamentaux du management et du leadership, mais on aimerait aussi s'appeler LVMH House. Parce que c'est quelque chose, cette LVMH House London, c'est quelque chose qui inspire, et qui est donc aspirationnel. Et au-delà de la dimension learning, cette dimension aspirationnelle, on y croit énormément, surtout dans une entreprise où, il faut bien se le dire, LVMH a quelque chose de très particulier, c'est que c'est les maisons d'abord. Hein. Oui, c'est ça. Il y a vraiment une culture des maisons qui est très forte, une identité des marques. On dit toujours les maisons d'abord. Quand on fait de l'onboarding, on a un onboarding maison avant d'avoir un onboarding groupe. Parce que ça, Pascal, j'aimerais qu'on rappelle un peu la structure d'LVMH. Donc, tu as la structure de tête qui est LVMH, qui est considérée comme la holding. Tu en parles comme une holding ou comme le siège, finalement? On parle du groupe parce que voilà, il y a le siège, mais le groupe global, c'est en effet LVMH. Et ensuite, tu as des maisons qui sont très fortes. On peut citer Louis Vuitton. Alors, on a des secteurs d'abord. Oui, des secteurs. Moi, quelque chose qui me fascine chez LVMH et qui m'excite toujours autant, c'est la diversité. Alors, bien sûr, il y a la diversité des talents, la diversité des cultures, mais la diversité des maisons. La diversité des maisons, ça veut dire quoi? Que dans un même secteur, on a Dior Couture et Vuitton, et que ces 2 maisons se considèrent comme incroyablement en concurrence. Et moi, j'ai très souvent l'occasion de dire que chez LVMH, on a une culture du silo, mais on est fiers de nos silos. Ces silos, ça s'appelle des maisons. Et la LVMH House, c'est un endroit où on peut créer des ponts entre ces maisons. Dans une logique vraiment de collaboration. Dans une logique, donc on essaye de créer un safe space, comme on dit, pour que les gens... Il y a 2 raisons d'être de la LVMH House.
Share and Connect, donc partager et être connecté à d'autres maisons. Et la deuxième, Test and Learn. Alors pourquoi Test and Learn? Parce que je vous ai parlé de la dimension learning de la LVMH House, qui est celle qui symboliquement, à laquelle on est la plus attaché, avec cette LVMH House London, ce réseau dans les régions, et ces trois domaines dont j'ai parlé tout à l'heure, de culture, de management et leadership, et de business excellence. Et il y a une deuxième type d'activité, qui est une activité autour de l'Open Innovation. Alors pourquoi l'Open Innovation? Le département Open Innovation d'LVMH est dans la LVMH House, qui est donc dans la structure ressources humaines. Assez rare, hein. On voit beaucoup assez rare, rattaché à l'innovation, parfois à l'IT. l'IT. C'est à l'image de ce qu'est LVMH. LVMH est un endroit, et bon, il y a quelqu'un qui vient de rejoindre mes équipes, qui vient d'un de nos concurrents, et qui me disait que ce qui l'avait surpris, c'est qu'elle venait d'une structure plus familiale et qu'elle avait peur de perdre le côté humain en arrivant chez LVMH. Et elle s'est aperçue que chez LVMH, on était moins structuré et beaucoup plus autour des personnes. Et je dois le reconnaître. Et d'ailleurs, on est à un moment où il y a tellement... Maintenant, on est tellement gros que c'est des choses qui se posent de questions. LVMH a une culture des personnes beaucoup plus qu'une culture des organisations. Quand je dois présenter le groupe et la façon dont il est structuré, et je l'ai fait il y a encore la semaine dernière devant des dirigeants, je commence en leur disant, lorsque vous allez voir les structures dont je vous parle, ne me posez pas la question du pourquoi, mais d'où ça vient. Les structures chez nous s'expliquent beaucoup plus à cause des femmes et des hommes qui sont à la tête de ces structures et de leurs histoires. Les femmes et les hommes et les histoires avant notre capacité à structurer. Alors, on a toujours les défauts de ces qualités, et ça pose aussi un certain nombre de problèmes. J'en ai tout à fait conscience. Mais c'est quelque chose de très fort. Et la personne qui vient de l'extérieur, chez un de nos concurrents, dans une structure beaucoup plus petite, qui me dit ça, j'en suis encore surpris aujourd'hui, parce que c'est un élément absolument capital à bien comprendre. Et c'est la même chose donc pour Open Innovation. C'est une histoire d'opportunité et d'histoire. On me demande de faire un séminaire sur innovation et créativité et entrepreneuriat, qui sont 2 des 4 valeurs d'LVMH. Et là, j'avance dans un état de panique avancé, parce que je me dis, si j'ai un prof qui va venir expliquer à nos CEO, à monsieur Arnaud, qu'est-ce que c'est que l'entrepreneuriat? Je pense qu'on va se foutre de ma gueule. Et quelle que soit la valeur du professeur en question, quelle que soit la valeur de la qualité du séminaire que je peux proposer. Et puis, en fait, au même moment, on réfléchit sur la nouvelle économie, avoir des séminaires autour de la nouvelle économie. Et on rencontre une équipe qui s'appelle Startup Inside aujourd'hui et qui fait des Startup Weekends. Donc, les Startup Weekends, c'est assez simple. 60 personnes viennent un vendredi, ils donnent 100... Immergés dans l'écosystème, ils prennent donnent un shoot 100 de francs start-up. pour payer les sandwichs du week-end et l'endroit où ils sont. Ils ont 1 minute pour pitcher leur idée. Ils sont 60, on vote, on en garde 12 des idées. Les gens se répartissent dans les 12 idées. Ils vont travailler pendant les 2 jours du week-end, on fait venir des mentors, il y a toute une méthode qu'on a bien formalisée nous, et donc on vole cette idée du Startup Weekend, auquel on rajoute une journée, je vais raconter pourquoi on rajoute une journée, pour créer une initiative qui est devenue quelque chose d'assez iconique chez LVMH, qui s'appelle DARE, et qui est proposée à n'importe quel salarié, n'importe quel talent d'LVMH peut proposer une idée et être choisi pour aller à un événement DARE. Et ensuite, donc, on va dans cet événement, et à la fin de cet événement, il y a un jury. Donc, il y avait 12 équipes. Là, on a 4 minutes de pitch, 4 minutes de questions-réponses. Ça rappelle les démodés en start-up, même principe. Voilà. Et donc, on vote pour 3. Mais surtout, on a créé une journée supplémentaire. On a créé une journée supplémentaire parce que l'ADN d'LVMH House, pas de LVMH, mais d'LVMH House, l'ADN, c'est quand même le learning. Et donc, on a créé une autre journée supplémentaire dans laquelle on demande aux gens qui ont été dans cet élément-là, qu'est-ce que vous avez appris? Qu'est-ce que vous tirez de ça? Et on leur dit, vous savez, il y a 3 équipes sur 12 qui ont gagné. Mais si ça se trouve, le jury était nul. Si ça se trouve, ils ont gagné simplement parce qu'ils ont bien présenté et que vous n'avez pas été top en présentation. Donc, vous avez, après les 2 jours et demi, et cette 3e journée, vous êtes des entrepreneurs. Aujourd'hui, vous êtes des entrepreneurs. Parce que vous avez vu ce que c'est. Donc, vous pouvez décider, en tant qu'équipe, de vous prendre en main et de continuer à travailler sur votre idée.
Et donc, du coup, à partir de là, on a créé une petite équipe qui aide les gens à incuber, qui aide un petit peu plus les gagnants. On va leur donner 2 000, 3 000, 4 000 euros, mais pas plus que ça. Et le principe, c'est que c'est comme dans l'entrepreneuriat. Voilà, on n'a pas de moyens au départ. Il va falloir aller convaincre des dirigeants. Et on le fait. L'objectif n'est pas de créer des startups. Parce que ce qui est assez intéressant, c'est quand on demande à des talents, et c'est le LVMH qui demande, les gens très souvent viennent avec une idée en disant « je pense qu'LVMH pourrait faire ça ». Non, ce que l'on veut, c'est qu'ils viennent avec des idées qui peuvent être reprises par les maisons. Encore une fois, c'est les maisons d'abord avant le groupe. Donc, sur toutes les idées qu'on a, il y a 2 startups qui ont été créées, qui sont assez iconiques. Une qui s'appelle Nona Source, et une autre qui s'appelle Eristoria, que je vous invite à aller voir sur Instagram. Mais la plupart des autres idées ont été récupérées par des maisons, ont été portées par des maisons. Et c'est ça un peu notre fierté. Et ça, c'est l'intrapreneuriat. Et puis à côté de ça, les gens du digital ont créé un incubateur à Station F qui s'appelle la Maison des Startups LVMH. Qui s'est bien installé en quelques années. Et qui s'est très bien installé entre quelques années. Et au bout de 2-3 ans, hop, ils sont venus nous voir en disant vous êtes très très bons en facilitation, en animation, pourquoi vous ne reprendriez pas ça? On s'est dit super, et puis on s'est dit si on reprend ça, on fait la facilitation, mais maintenant aussi donnez-nous le sourcing. Et c'est comme ça qu'on a créé une vraie structure d'Open Innovation. Elle a ses 2 jambes, une jambe intrapreneuriat avec DARE, une jambe entrepreneuriat avec la maison des startups LVMH, mais c'est quelque chose d'assez exceptionnel. Et aujourd'hui, on travaille aussi à comment associer cet esprit Open Innovation avec le learning. Au-delà de ces 2 activités, on a créé une 3e, on ne s'arrête plus. Une grosse start-up. Voilà, une 3e qui est autour de la transformation de la culture du travail. Et là, je voudrais qu'on s'arrête un peu aussi sur cette notion de transformation. Quand on t'entend, on se rend compte que la LVMH House, finalement, c'est un véhicule qui est très ouvert, aussi bien sur l'interne, tu le disais, tu cross-fertilises finalement des personnalités du domaine des RH qui viennent de tous les pays, tous les horizons. En même temps, sur l'Open of Innovation, et t'en fais aussi un véhicule de transformation culturelle. Alors, il y a l'hybrid work, mais il y a aussi, on le voit en ce moment, des nouveaux sujets qui sont un peu poussés sur le devant de la scène. Tu vois, chez Kokoro, on est de plus en plus interrogé sur les sujets d'inclusion. Et je sais que c'est un sujet qui t'est cher. Comment est-ce que toi, tu te positionnes aussi? Est-ce que la LVMH House, justement, pousse un peu des sujets d'acculturation, sensibilisation? Et comment toi, à titre perso, tu te dis, tiens, ok, moi, je veux aussi être un acteur emblématique de ces sujets? Vaste question, je sais. Vaste question, très vaste question. Mais au-delà d'être une vaste question, c'est une question importante et intéressante. Il y a toujours plusieurs façons de pousser les sujets diversité et inclusion. Et récemment, on rencontrait des consultants qui commencent toujours par vous dire « Non mais attendez, la diversité et l'inclusion, c'est important parce que quand on regarde en termes de résultats, on a des meilleurs résultats. » La performance. Ok, donc ça, c'est le premier élément. Moi, j'insisterais sur un 2e élément qui est l'aspiration qu'ont les gens avec qui on travaille, en interne, en externe, et de façon globale, la société. Donc, de se dire, une des raisons pour lesquelles on le fait aussi des sujets autour de diversité, équité et inclusion, c'est parce que il y a une exigence de plus en plus présente autour de nous sur ces sujets-là. Et puis, il y a la 3e, qui au fond est la plus importante, qui est un positionnement philosophique personnel. Peut-être que ça va me faire perdre de l'argent, peut-être que je vais aller à contre-courant de la société, mais je crois que les choses doivent être comme ça, c'est mes valeurs. Et dans cet élément-là, moi personnellement, je me positionne en me disant que je crois à un certain nombre de choses autour de la diversité, de l'équité et de l'inclusion. Parce que je crois à l'égalité, parce que je crois à la fraternité, et beaucoup plus que la liberté qui est très souvent revendiquée quand on dit liberté, égalité, fraternité. Donc ça c'est presque un engagement politique. Vous voyez, tu vois ce que je veux dire? Et là, c'est un élément qui est absolument capital pour moi. D'abord, bien sûr, c'est important de vendre qu'il y a des dimensions économiques parce que on est dans une entreprise et que l'objectif, c'est quand même de générer du profit. 2, nous sommes dans une société. Donc, évidemment, il y a des exigences de la société qui nous demandent des choses. Et 3, je crois en un certain nombre de choses. J'affirme mes valeurs. Et donc, c'est autour de ça, je pense, que ces sujets-là
personnellement, doivent être pensées. En tout cas, c'est au travers de ces sujets-là que je les pense. Alors, après, il y a plein de raisons derrière tout ça. Il y a une première raison qu'un des enjeux que nous, on a aujourd'hui en learning, moi, quand je suis arrivé chez LVMH, on était 65 000. Aujourd'hui, on est 200 000. D'accord ? L'an dernier, LVMH a recruté... C'est une hypercroissance, là. Voilà. L'an dernier, LVMH a recruté 60 000 personnes. D'accord ? Je suis allé regarder juste par et combien par en création de postes, par exemple ? 17 000 sur les 60 000. D'accord ? Et juste pour donner quelques références, j'ai été voir sur Internet 2-3 éléments pour me donner des idées de référence. Un groupe aussi important que Kering, c'est 38 000 personnes. Le groupe Hermès, d'après ce que j'ai vu sur les chiffres qui sont officiellement donnés, au 31 décembre, ils étaient 18 000 personnes. D'accord ? Donc, les chiffres que je suis en train de donner sont des chiffres énormes. Et donc, on a un vrai enjeu d'acculturation de ces personnes. D'ailleurs, c'est un des enjeux sur lesquels on travaille beaucoup au niveau du learning. Et lorsque l'on dit ça, derrière, je le recolle à ce qui vient d'être dit sur diversité, équité et inclusion. Parce que l'on ne peut pas parler de la même façon à tout le monde. Parce que si je parle un anglais en allemand, je parle pas allemand, désolé, ça va pas être facile, mais en fait, si je parle un anglais en espagnol, je ne suis pas sûr d'être compris. D'accord ? Et de la même façon, alors, d'abord, il y a une histoire de langage, mais au-delà du langage, il y a des histoires d'aspiration. Il y a des gens qui ne vont pas comprendre les aspirations que j'ai quand je leur parle. Et donc, quand je vais essayer de leur partager les valeurs que porte LVMH, mais c'est très, très compliqué. Donc, cette histoire de diversité et inclusion, elle est pour moi absolument capitale. Ensuite, on va se dire aussi qu'une des raisons pour lesquelles je porte ça, c'est que je pense que je fais partie de minorités. On fait tous partie de minorités. Mais je fais partie de minorité, je suis homosexuel, marié. C'est vrai que si on me demande d'aller dans un pays, quelquefois je peux me poser des questions par rapport à ça. Règles locales, je trouve absolument normal, et LVMH travaille beaucoup à ça, à voir comment on accompagne les personnes. Et puis, j'ai dit tout à l'heure, il y a des histoires d'égalité. Des histoires d'égalité, pourquoi ? Parce que chez LVMH, on croit beaucoup à la méritocratie. Et que, donc, pourquoi on aurait moins de femmes qui seraient dans les postes de dirigeants qu'ailleurs ? Aujourd'hui, Chantal Gamperlé est très fière, et elle a raison d'être très fière. Elle est arrivée, il y avait moins de 30%, je crois que c'est 28% des postes de dirigeants qui étaient tenus par des femmes. Aujourd'hui, on est à 43 ou 44%. Bon, on n'est pas là où on veut aller à 50% et on continue à y travailler. Je peux vous dire que lorsque je dis qu'on continue à y travailler, je vois plein de gens autour de moi qui sont engagés de manière claire, posée, réfléchie ou passionnée, parce que les deux dimensions, à mon avis, comptent, et qui continuent à faire avancer ces éléments-là. Et lorsque je parlais d'égalité, il y a aussi cette idée... On peut en revenir, mais l'idée du potentiel de chacun. On a tous un potentiel. Et si je suis aussi passionné par le learning et le développement, c'est parce que je crois dans la capacité de chacun à avoir un potentiel. Et ce potentiel ne peut se révéler que si je peux vivre qui je suis. Et le fait qu'il y ait encore globalement, dans la société, on n'a pas fait le sondage chez LVMH et on ne le sait pas, mais des gens qui continuent à s'inventer des vies différentes de celle qui est leur vie, en particulier des gays, des lesbiennes qui s'inventent un partenaire ou une partenaire hétérosexuelle quand ils racontent leur week-end, mais c'est quand même manifestement un problème d'expression, un problème de vie et un problème donc d'exercice de son potentiel dans l'environnement du travail. Alors, on se bat, on crée plein de choses pour faire avancer ça. Ça va de l'Employee Resource Group, où on peut se retrouver et s'exprimer, dans lequel tout le monde est bienvenu et les alliés les premiers, jusqu'à trouver dans nos pratiques de travail des éléments qui permettent à chacun de trouver où il est, comment il est et ce qu'il est. Et je pense que le learning peut apporter beaucoup. Alors, bien sûr, en parlant directement de diversité, d'équité et d'inclusion, mais aussi en l'exerçant, en donnant la parole à chacun sur des sujets
complètement diverses et variées, en reprenant chacun d'entre nous, chacun ou chacune d'entre nous, lorsque on va sur des territoires d'expression qui peuvent faire du mal, choquer, bloquer des gens qui sont en face. Mais tu vois, je crois que vraiment la formation, c'est un vecteur d'inclusion incroyable et qu'on a une vraie mission aujourd'hui, c'est de sensibiliser, faire prendre conscience tu l'évoquais à demi-mot, les micro-agressions, ces petites phrases qui peuvent exister sans s'en rendre compte. Alors, la micro-agression est un sujet dont on a bien conscience chez LVMH, qui, à mon sens, n'est pas facile à identifier bien comme sûr. Ça. C'est-à-dire qu'on a tous des exemples et il faut citer ces exemples. Ils ne sont pas perçus de la même façon d'une culture à une autre. Évidemment qu'une micro-agression sur des sujets de race aux États-Unis n'est pas perçue de la même façon qu'elle l'est en France. Je pense qu'il faut qu'on se remette aussi en question en France, parce qu'il y a peut-être des micro-agressions qui ne nous semblent pas être des micro-agressions, mais qui sont formellement des micro-agressions, donc faisons attention. Néanmoins, ces dimensions de culture, de pays, d'origine, encore une fois, d'orientation sexuelle, de genre, etc., tous ces éléments-là, et tout le monde est bien d'accord que c'est difficile. Maintenant, la phrase mais on peut plus rien dire, elle est inadmissible, elle n'est plus entendable, et je pense qu'on a des générations qui, heureusement, arrivent en ne laissant pas la place à ça. Les Gen Z qui arrivent à l'entreprise, là, ils ne peuvent plus supporter ce genre de choses. Voilà, en tout cas, on sent que tu parles de ça avec passion et avec conviction. On pourra en parler des heures, Pascal. Moi, j'adore ce genre de sujet. Alors, je vais venir un petit peu sur ensuite ta vie. Parce que tu voyages beaucoup, tu as une pression, tu as des hautes instances de responsabilité. Comment tu arrives à trouver ton équilibre de vie aujourd'hui ? Si tu arrives à trouver ton équilibre. Le propre de l'équilibre, c'est que c'est un jeu de déséquilibre toute la journée. On va le dire comme ça. Et puis surtout, je vais rester très modeste parce que je pense pas que je sois un bon exemple. Je me suis créé mon propre rythme de vie. Est-ce qu'il est équilibré ? Je ne revendiquerai pas ce terme-là. Moi, je suis quelqu'un qui aime bien arriver tôt au travail, à un moment qui me permet à la fois de rentrer dans le travail, de prendre du recul par rapport à ce qui va se passer, peut-être de me calmer par rapport aux excitations de la veille, qu'elles soient positives ou qu'elles soient challengeantes. C'est clair que il y a un moment où il y a ça. En plus, juste petite histoire, mais j'ai la chance, quand j'arrive le matin, j'arrive entre 8h moins le quart et 8h15. Ah, tu fais partie de l'équipe aux aurores, quoi. Voilà, et c'est le moment où aussi les femmes de ménage passent. Et on a une femme de ménage qui est absolument fabuleuse, qui s'appelle Brigitte. Et passer 5 minutes avec Brigitte le matin, c'est un tel... franchement... Ça m'énergise et ça me ressource. Et ça me permet aussi de relativiser un peu le monde que l'on décrit, qui est le monde d'LVMH, qui est le monde du luxe, qui est le monde de l'exigence, qui est le monde de plein de choses à la fois. Et donc ça, et je ne sais pas pourquoi, du coup, cette femme, je trouve que c'est une femme de sagesse pour moi. Et donc, ça me fait un bien fou. Maintenant... Mes autres équilibres de vie, c'est ma vie personnelle, évidemment. C'est retourner voir mon mari dans cette maison où on vit ensemble à la campagne, avec un chien pour lequel on a des émotions qui ne sont pas raisonnables, qui ne sont pas raisonnées, et qui en plus s'appelle Raoul, et qui est tellement adorable. Voilà, donc ça peut paraître des choses bêtes. Non, mais t'as trouvé ton équilibre. Les autres éléments, évidemment, c'est les amis, et la famille, qui sont des gens qui prennent beaucoup d'espace dans ma vie, mais parce que aussi je le veux, parce que j'aspire à ça. Peut-être pas assez. C'est génial, Pascal. Et alors, dernier mot de la fin, qu'est-ce qui t'inspire en ce moment ? Est-ce que tu as des recommandations, ciné, livres, une inspiration à partager avec nous ? Alors, ça peut être même un livre que tu as lu il y a un petit bout de temps, que tu nous conseilles, une recommandation. C'est embêtant parce qu'on est à un moment... J'hésite à en parler parce qu'après, on pourrait en faire toute une journée. Mais il y a en ce moment des discussions politiques qui sont en train de se passer sur les retraites. Et je trouve... on a des positions dans un sens ou dans un autre. C'est pas le sujet. En revanche, je pense que ça pose des très belles questions sur... la démocratie, sur la représentativité des uns et des autres,
Moi, j'ai eu la chance d'être en Suisse, dans un pays, de vivre en Suisse, dans un pays où il y a ces notions de démocratie directe. Et on dit toujours, ah oui, mais c'est parce que c'est un petit pays que ça marche. En France, ça ne marcherait jamais. Mais poussons ça de côté. Mais en tout cas, ce qui m'inspire, c'est qu'il y a un certain nombre de personnes qui prennent du recul par rapport à une urgence à laquelle il faut répondre, bien entendu, et qui se disent, est-ce qu'il ne faut pas qu'on réfléchisse à une autre façon de vivre notre démocratie ? Et moi, je ne parlerai pas de crise institutionnelle, mais en tout cas, je suis inspiré par l'idée qu'on réfléchisse au vivre ensemble autrement et dans un pays dans lequel je vis et pour lequel j'ai plein d'aspirations positives pour le futur. Excellent. Merci Pascal pour ce témoignage passionnant. Moi, il y a une phrase que je retiens qui m'a beaucoup plu. Tu disais, voilà, chacun a un potentiel si on vit tel qu'on est, c'est-à-dire soi-même. Et c'était très joliment dit. Merci à toi pour ton témoignage. Merci de m'avoir reçu, en espérant que ça puisse servir et bien sûr, ravi de rediscuter de tous ces éléments. Merci beaucoup Pascal et à très bientôt, amis de la RH.